Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. Nouvelle semaine de compétition, nouveau débrief, la 5e semaine déjà, et donc le 5e débrief de cette saison 2024 avec des bonnes surprises, des déceptions, de tout. On a eu des très beaux matchs pendant cette semaine. Alors des fois, on s'ennuie un peu pendant le Red Zone. Là, cette semaine, on a eu de quoi faire. Il y a eu du spectacle, il y a eu de l'animation, et il y a eu, vous le croirez si vous en voulez, mais bon, peut-être ne le croirez-vous pas, garez-vous, encore une fois, on ne veut pas être responsable d'accidents, une victoire conjuguée des Giants et des Broncos. Et ça, je crois que ça ne s'était pas vu depuis le passage d'une certaine comète il y a 55 ans maintenant. Pour fêter ça, on a invité notre fan des Giants. Salut mon Yaya, comment ça va ? Salut Flav, salut à tous les auditeurs. Bah écoute, bonne des victories, donc plutôt bien. Voilà. Bonjour à tous les auditeurs, surtout à mes compagnons de galère, fans des Giants. On a gagné un match de plus. Voilà. Peut-être le dernier de l'année. L'autre personne qui est avec nous et qui a gagné son dernier match sans doute de cette saison, c'est Vince. Salut Vince, comment ça va ? Salut Flav, alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est le dernier match parce qu'on joue contre les Saints bientôt, donc je pense qu'il y en aura encore une autre. Mais en tout cas, c'est un monde des victories comme t'as dit Yaya, et c'est plaisant. On est à 5 matchs de jouer et on a déjà notre total de victoires pour la saison qu'on nous prédisait en début de saison. Quoi de mieux? C'est génial, c'est un super week-end pour notre part. En plus, on a battu nos rivaux les Raiders, donc c'est parfait. Et enfin, celui qui va relever le niveau de ce podcast, même si malheureusement son équipe faillit en ce moment, c'est mon Seb. Salut Seb, comment ça va ? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Bonsoir Flav, bonsoir Yaya, bonsoir Vincent. Écoute, relever le niveau, je ne sais pas, car de mon côté en ce moment, c'est la tristitude, c'est la décevance, c'est le déprimage, tu vois, j'en perds mes mots. Bref, les Niners ont encore perdu ce week-end et c'est pas fifou. Non, c'est clairement pas fifou, mais bon, ce n'est qu'une mauvaise pente, ça va finir par revenir, enfin, on espère. On va en reparler de ce match, il y a à dire. Nous en reparlerons, oui, en fin de podcast, tout à fait. Donc pendant à peu près une heure, un peu plus peut-être, nous serons avec vous pour débriefer toute cette 5e semaine de compétition. On commence par le match qui s'est joué à Londres, du côté du Tottenham Stadium. C'était les Vikings face aux Jets, des Vikings qui arrivaient avec l'étiquette d'équipe invaincue, 4 victoires, aucune défaite, qui allaient donc se frotter aux Jets d'Aaron Rodgers. Les Vikings l'ont emporté 23-17. Mais finalement, c'est ni Sam Darnold ni Aaron Rodgers qui ont brillé, Yaya, ce sont les défenses. Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce qu'on peut dire que Aaron Rodgers a brillé a réussi en faisant briller les DB adverses? 3 interceptions quand même. Il n'est pas tout seul, parce que Sam Darnold, c'est pas brillant non plus. Non, mais... Oui, mais il a réussi à limiter. Donc 23-17, victoire des Vikings, gagne une fois de plus à Londres, et cette fois sans coup de pied qui tape 3 fois les montants, la barre du milieu et tout ça. Non, j'ai envie de dire, c'est un match qui a été extrêmement bizarre à regarder, avec encore une fois les Vikings qui sont toujours dans leur schéma. C'est-à-dire, on prend l'avance au score et on force les autres à lancer. Puis, du coup, la défense, elle plie, mais elles n'auront pas 5 victoires, 0 défaite. Qui l'eût cru en début de saison? On pensait que c'était une année de transition. Et du coup, c'est une équipe qui est beaucoup plus forte qu'on ne le croit, surtout grâce à sa défense. On va peut-être parler des stats tout à l'heure, mais il y a une chose, moi, qui m'a interloqué, c'est que Sam Darnold tente 31 passes, et quand à côté, Aaron Rodgers en réussit 29. Donc, ça prouve ça a beaucoup lancé quand même pour courir après le score. On a eu, Vince, une défense des Vikings qui notamment était très très performante contre le jeu de course. Seulement 36 yards encaissés par les Vikings dans ce jeu de course. Clairement, ça n'avançait pas. Alors, il y a eu en plus des mauvais choix dans le play calling des Jets en tout début de match, notamment une 4e tentative qui a été tentée à la course d'ailleurs en 4e et 2, alors qu'ils étaient à portée de field goal. Quand tu n'avances pas à la course, c'est un petit peu bizarre d'envoyer une 4e et 2 sur la course. Mais bon, ça c'est les Jets, on va pas se poser de questions. Tout a semblé réussir une nouvelle fois à Brian Flores et à la défense des Vikings.
Ouais, ça se demandait un peu ce qui se passait vraiment dans la tête de ces Jets hier. Effectivement, tu l'as dit, seulement 36 yards. Mais moi, ce qui m'étonne aussi beaucoup, c'est que ces 36 yards, ils n'ont été répartis qu'en deux seuls coureurs. C'est-à-dire qu'il y a 9 courses pour Bryce Holt et seulement 5 pour Brenton Allen. Donc ça fait vraiment peu en fait de choix en termes de diversité de courses, de diversité de jeu. Et en plus de ça, on a vu, comme l'a dit Yaya, un Aaron Rodgers qui était très emprunté en début de match avec un passing négatif, il me semble, un QB rating négatif, il me semble. Alors, au minimum que moi j'ai vu, il était à 2,8. Ah voilà, ou 2,8, pardon. Donc vraiment vraiment très faible. Et ça continuait de passer, ça continue de passer. Comme l'a dit Yaya, 29 passes réceptionnées, mais 54 tentatives, c'est énorme. Donc bon, je sais pas, ils sont un peu enfoncés, ils se sont pris un mur et ils ont dit bon ben on va continuer. C'était assez étonnant. Je trouve le plan de jeu des Vikings au final ils s'en sont sortis, donc on va dire chapeau à eux, mais très simpliste pour autant. Et ben, les Jets n'ont pas su le contourner. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Et malheureusement, c'est un peu dommage pour la NFL en Europe qui on voulait un peu une attaque un peu flamboyante, on voulait un peu voir des belles choses. Les défenses ont montré de belles choses, mais les attaques ont été un petit peu laissées aux États-Unis, j'ai l'impression. J'ai l'impression, Seb, que les Vikings, en fait, sont revenus aux Vikings il y a 2 ans, quand ils gagnaient vraiment de peu de choses. On a eu, pour la première fois peut-être de la saison, un Sam Darnold en dessous de ce qu'il nous avait montré sur les 4 premiers matchs, des stats qui sont pas à la hauteur, clairement, de ce qu'il avait fait depuis le début de saison. 14 sur 31, 179 yards, aucun touchdown, une interception lancée. C'est plus le même Sam Darnold, mais quelque part, les Vikings gagnent sans avoir besoin d'un Sam Darnold étincelant. Alors, je pense qu'il est un petit peu trop tôt pour dire qu'on a le retour de ces Vikings qui gagnent de justesse. Pour remettre un petit peu en perspective par rapport aux 2 saisons précédentes, effectivement, il y a 2 saisons de ça, ils gagnaient beaucoup de matchs de justesse et on disait que du coup, leur bilan ne reflétait pas réellement leur niveau de jeu. Et la saison suivante, donc la saison dernière, les choses allaient très mal. Là, ils perdaient leur match de peu et on disait que leurs résultats, là encore, ne reflétaient pas leur niveau. Là, on parle juste d'une rencontre. Je pense que c'est un petit peu trop tôt pour dire qu'ils retombent dans ces mauvais travers. Il ne faut pas oublier que la défense des Jets, elle reste particulièrement solide. Les Vikings ont quand même concédé 4 sacs sur cette rencontre. Donc, c'est que vraiment, de l'autre côté du ballon, en face, il se passait quelque chose. Un seul touchdown marqué contre 8 en 4 matchs auparavant. Bon, il a quand même réussi quelques passes cruciales, notamment en 4e quarter sur Justin Jefferson et puis sur son tight end Johnny Mundy pour mettre en place le dernier field goal. Moi, je pense qu'ils ont failli tomber dans un match piège. Les Jets, c'est l'équipe type justement pour ce type de match piège. Malheureusement pour les New-Yorkais, la médiocrité de leur attaque, alors qui est dû aussi à la très bonne défense de Minnesota, les a desservis. Et c'est fou de se dire qu'on se retrouve à nouveau avec des Jets qui ont une excellente défense et une attaque médiocre, à croire que l'arrivée d'Aaron Rodgers n'a pas changé la situation. Oui, juste pour compléter ce que disait Sébastien, et c'est vrai, c'est à noter, la défense des Jets, c'est quand même une de leurs forces, et depuis le début de la saison, c'est quand même très important de le souligner. Ils ont pris 32 points contre San Francisco en week 1, mais sinon, depuis 17 points contre les Titans, 3 contre les Pats, 9 contre les Broncos et donc 23 hier contre les Vikings. Après, on va tempérer, c'était pas des foudres de guerre non plus en week 2, 3, 4. Hein. C'est exactement ce que j'allais te dire. Ce ne sont pas des foudres de guerre, mais n'empêche que avoir des matchs où tu ne prends que 3 points, même contre une équipe qui n'est pas un foudre de guerre, eh ben c'est quand même à noter et c'est quand même pas anodin. Donc, 9 points contre les Broncos, c'est beaucoup. Hein. Voilà, je peux rien dire. Je vais le laisser chafouiner, profiter avant que son équipe se prenne une déculottée ce soir. Alors fais attention parce que je rappelle que ce podcast est diffusé le mardi matin et pour ta crédibilité ne donne pas un résultat de match avant qu'il soit joué. Parce que si jamais il venait à avoir une déconvenue de la part de Kansas City ce soir,
tu vois, toute Je l'espère, en se plus. réentacherait. Oui, Je oui, l'espère. Et attends, Dis pas que dans la division, je l'espère. Moi. Allez, les Saints. Hein. oui, tout à fait. Oui, il y a juste deux petites choses que je voulais revenir sur ce match. C'est qu'on parle de grosses défenses des Jets. Justin Jefferson, il s'est régalé sur les cornerbacks en face. Il a provoqué un nombre de DPI. Quand il fallait, en première mi-temps, c'était hallucinant. Il les a mangés. Alors après, il y en a qui étaient généreux, on va dire. Oui, il y en a eu une ou deux qui étaient généreuses, effectivement. Mais ils ont sifflé un petit peu. Il y en a eu une généreuse aussi du côté de New York à un moment. Hein, donc, Oui. au final, Mais- ça flaguait beaucoup comme d'habitude depuis le début de saison, de toute façon. Ouais. Mais Justin, voilà, quand il a fallu, Sam Darnold a trouvé Justin Jefferson. Et du coup, ça a remis beaucoup d'allant à cette attaque. Juste une petite chose, fait statistique. Hein, total yard sur l'ensemble du match, 254 à 253, 3 turnovers à 2 et 17 first down de chaque côté. Ah oui, non, Voilà. c'était... Donc Mais- c'est un match et puis- hyper équilibré, mais les Vikings font tomber la pièce du bon côté. Il faut pas oublier que, je te donne la parole tout de suite, Vince, il faut pas oublier que les Jets ont été en position de gagner le match. Hein. Il y a cette dernière interception sur la toute fin de la rencontre, mais je veux dire, à 1 minute du terme du match, ils sont dans la moitié de terrain de Minnesota avec 6 points de retard, donc ils sont en position de pouvoir aller chercher la victoire. Oui, Vince. Comme le disait Yaya, effectivement, match hyper serré. Pour moi, statistiquement aussi, ce qui fait basculer aussi, c'est cette fameuse interception de Van Ginkel, hein, 63 yards. Ouais. 63 yards, voilà, hein, ça te change le match. Sans cette interception-là, voilà, les 6 points, ils sont là. Hein. Bah surtout que tu avais eu jusque-là une attaque de New York qui avançait pas du tout. Hein. Les deux premières séries, c'est des 3 and out, et juste après, c'est une interception, je crois. Ouais, donc, bon, ça avance pas du tout. Bah, c'est l'interception de Van Ginkel, d'ailleurs. Mais surtout, tu te dis, l'attaque de Minnesota, comme vous l'avez très justement dit, elle se heurtait au mur défensif des Jets, et donc ça leur a permis d'avancer vraiment au score, parce que jusque-là, ils avaient réussi, même s'ils arrivaient à avancer, à ne mettre qu'un field goal. Donc bon, ça restait un match serré. Van Ginkel a un petit peu décloisonné tout ça, si j'ose dire, et il a dit, Van Ginkel, il s'était inspiré de la vidéo. Il avait regardé beaucoup de vidéos des passes d'Aaron Rodgers pour savoir exactement où se placer pour pouvoir l'intercepter. Voilà. Ouais, complètement. Et ça lui tombe pile dans les mains, pour le coup. Il est placé idéalement. J'ai un peu l'impression que c'est un peu la marque de fabrique cette année dans beaucoup de franchises NFL, de voir quand les attaques ne fonctionnent pas spécialement, on voit de temps en temps les défenses remettre la marche avant de l'équipe. Bon, je vais parler des Broncos souvent, mais souvent les Broncos, les premiers TD des Broncos, quand il y en a plusieurs dans le match, parce que c'est rare, mais c'est un TD défensif, c'est arrivé plusieurs fois cette saison. Et bon, après, les Broncos, c'est naturel, enfin, c'est très axé sur la défense depuis très longtemps, mais effectivement, je l'ai remarqué dans plusieurs équipes, et donc il y a beaucoup de défenses, je trouve, qui commencent à prendre le pas en début de match. On en reparlera un peu plus tard dans le podcast, mais hier, il y a un match qui est vraiment l'exemple de ça, c'est le Bengals-Ravens, qui est très très défensif, et puis derrière, les deux attaques se mettent en marche, et après, ça roule, les attaques roulent sur les défenses. Mais en début de match, j'ai l'impression que c'est très défensif, les matchs en ce moment. Et est-ce qu'on est inquiet pour ces Jets et pour Aaron Rodgers, parce qu'il y a eu un match la semaine dernière contre les Broncos, et Vince s'est bien placé pour le savoir, qui n'était pas flamboyant. Alors on a beaucoup remis ça sur les conditions climatiques, il pleuvait beaucoup, etc., etc. Là, bon, il a plu aussi à Londres, mais bon, s'il peut plus jouer sous la pluie, ça devient un autre problème. Il y a quand même un gros problème quand vous voyez certaines de ces passes. Alors, je mets de côté la dernière interception qui scelle le match, parce qu'on sait qu'il y a toujours, dans ces moments-là, possiblement un peu de précipitation et tout. Mais que ce soit celle de Van Ginkel ou celle de Bynum, enfin, franchement, la deuxième interception, elle est lancée dans les bras du safety, quoi. Elle est très loin du receveur. Est-ce que Aaron Rodgers vous inquiète ? Il a eu l'air. Moi, j'ai eu l'impression qu'il avait l'air de. Alors, jet-lagué et âgé. Il a eu l'air d'un quarterback de 40 ans.
Même si on sent que il y a un petit retour de flamme là justement en fin de match où il se fait sortir et il re-rentre une action après pour peut-être tenter le comeback de la victoire, avec comeback qui tournera court puisqu'il lance sa 3e interception et je crois Oui, que oui, c'est oui. Stephen Gilmore, je crois qu'il l'intercepte dans la red zone. Un duel de vieux. Alors une chose qui est assez ouais, un duel de personnes âgées. Il y a une chose qui est qui est à la fois rassurante et inquiétante. C'est que sa connexion avec Garrett Wilson, elle fonctionne très bien. 13 réceptions, 100 yards, 1 touchdown. Mais qui est inquiétante, c'est que Wilson, il le target 22 Il faut fois Davante dans Adams. le match sur 54 passes lancées. Alors, comme Vince le soulignait, 54 passes lancées, c'est considérable. Mais sur ces 54, tu targetes le même receveur 22 fois. Tu ajoutes à ça le jeu au sol qui fait faillite. On a un petit souci alors, soit de lucidité dans le jeu, soit de solution offensive. Pourtant, il a fait venir Lazard. Tu vois C'est pas un Lazare Ouais. s'il l'a fait venir. Exactement. Et Ouais, mais Lazare, il lui drop 3 balles. Hein. Pourtant, c'est un 5. oui. Et il fait 34 yards. Et tu te gares, Non, s'il il te ne joue plaît. pas la Nouvelle-Orléans. Là, je me gare. Et effectivement, en plus de ça, parce que tu as raison, il target Wilson 22 fois pour 13 réceptions et seulement 100 yards, quoi. C'est vraiment pas top. Hein. En plus de ça, les réceptions, elles mènent pas beaucoup, quoi. Donc, Quand tu sais que c'est lui le receveur qui est possiblement mis dans le trade de Davante Adams, ça te laisse rêveur. Ouais. Après, bon, dire que Aaron Rodgers a été jet-lagué, un jet-lagué, bon, voilà. Il a été jet-slagué, du coup. Ouais, ça fait jet-lagué. Je sais pas, j'ai un peu peur pour cette franchise des Jets. J'ai déjà peur qu'elle soit derrière les Giants déjà en saison régulière. C'est dire. J'ai eu peur, par contre, qu'on assiste à la fin de carrière d'Aaron Rodgers quand il se fait plier en 3 pendant le 3e quart-temps. J'avoue qu'à un moment, je n'étais pas confiant. Les amis, on avait aussi, parce qu'on est déjà presque à 20 minutes et on a parlé que des Jets et des Vikings. Bon, alors on adore les Jets et Vikings, le problème n'est pas là, mais bon. On avait deux grosses affiches. Oui, 2 secondes, c'est ce que je fais, j'enchaîne, 1 minute. Tu veux bien, merci Papillon. Oh là là, celui-ci, qu'est-ce qui est désagréable. Deux grosses affiches. Bouge les chaînes. Et voilà. 2 grosses affiches dans cette semaine, et 2 affiches qui ont plutôt tenu leur rang, avec un match qui était attendu en AFC entre les Texans et les Bills de Buffalo, des Texans qui ont plutôt bien marché en tout début de match et qui ont failli se faire reprendre par les Bills de Josh Allen. Vince, c'est quoi toi ton regard sur ce match? Les Texans, finalement, ils ont fait du Texans, quoi, une grosse attaque aérienne, et puis ça gagne. Ils ont eu très peur. Ils ont vraiment roulé sur les Bills. J'avoue que j'étais assez pantois devant le début de Red Zone et Bobby. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oulala, effectivement, ça semble un peu le blowout complet. Et puis, Nico Collins est sorti sur blessure. Et malheureusement, problème ça a mis un petit grain de sable, un gros grain de sable même, un gros caillou dans la chaussure des Texans. À noter sur le match quand même un CJ Stroud incroyable. Encore une fois, 331 yards, 28 passes tentées, 28 complétées, avec une attaque au sol qui a 38, bien marché. 38 tentés, 28 complétés. C'est pas ce que j'ai dit? Non, je crois que tu as dit 28-28. Non, c'est 38-28, pardon, excusez-moi. Avec un jeu au sol, un jeu de course qui a bien fonctionné, bien distribué entre Kamekers et Ogunbowale. Ogunbowale. J'arrive pas ce soir. Mais en tout cas, c'est Ogunbowale. Et CJ Stroud qui met sa pierre à l'édifice, qu'on a vu courir, et c'était quelque chose d'un peu de nouveau cette année. On le voyait beaucoup moins l'année dernière. Il prend confiance en son jeu de course, et c'est très intéressant de voir ces Texans un peu arriver à mener un match comme cela contre des rivaux, contre les Bills. Et franchement, moi j'ai bien aimé ce match-là.
force de caractère quand même, parce que ils avaient tout pour s'entêter et le perdre ce match. Quand on voit Collins sortir, quand on voit les Bills revenir, tout le monde pense que les Bills vont finir par le prendre. Et ben non, les Texans arrivent à mettre un dernier coup d'accélérateur et à le prendre. Donc bravo, gros match quand même, gros match. C'était très intéressant à voir. Des nouvelles de Nico Collins, puisque tu en as parlé de sa sortie, blessé aux ischio-jambiers, ça devrait pas être trop grave. Il pourrait même être présent dès la semaine prochaine sur le terrain. Donc logiquement, ça devrait aller pour Nico Collins. On a eu quand même une attaque une nouvelle fois, Yaya, très performante des Texans. C'est Oui. plus de 300 yards à la passe. Il y a ce touchdown absolument magnifique de 68 yards de CJ Stroud pour Nico Collins, justement. Oui. C'est vraiment, on a retrouvé les Texans version 2023. Oui, tout à fait. Donc une attaque avec 425 yards au total. Ce qui est la petite tâche dans le tableau, c'est les 2 turnovers. Donc, dont une interception de CJ Stroud. Ça arrive. Le problème, c'est que ça a remis Buffalo dans le sens de la marche. Et du coup, ils sont revenus et pour gagner quasiment au buzzer sur notre ami Fairbairn. Je ne vais pas prononcer son prénom. Kaimi. Ouais, voilà. Donc du coup, c'est vrai que c'est une équipe qui a fait du gros recrutement à l'intersaison parce qu'ils profitent à fond du fait que CJ Stroud soit en contrat rookie. Donc c'est fenêtre de tir grande ouverte, on peut attirer du vétéran, on peut attirer tout ça. Donc oui, c'est une victoire qui va faire date, je pense, et qui va être un peu un statement. Donc c'est bien du côté des Texans. En face, moi j'ai trouvé que les Bills avaient été un petit peu pâles, avec notamment Josh Allen, 131 yards pour un quarterback de son niveau. Moi je trouve que il fait un 9 sur 30 quoi, à la passe. C'est un peu léger, donc il y a quand même un touchdown de Coleman. Et moi je trouve ça... Oula, Sabi Dodlin. Si Seb Dodlin, c'est qu'il va dire un peu léger, t'es gentil. Ouais, un peu léger. 30% de réussite, c'est le pourcentage de complétion le plus bas de l'histoire d'un QB avec au moins Alors, 30 tentatives excuse-moi dans un match. d'avoir essayé un d'être peu mesuré juste. pour une fois. Oui, Non, mais c'est là, une performance indigne de son niveau, oui. Non, mais en l'occurrence, il y a pas à être mesuré. Et puis, en parlant des Bills, leur dernière possession, Oui, on en on parle. est là pour ça. Vas-y. Faut qu'on parle de cette dernière possession. Ils sont à égalité. Ok, ils se retrouvent dans une situation qui est pas favorable. Ils ont un premier down, les fesses contre leur but. Et au lieu de gérer ça, au lieu d'essayer de se dégager un peu et d'attendre la prolongation, on envoie 3 passes complètement hasardeuses. Ils se retrouvent obligés de punter dans de très mauvaises conditions parce qu'une fois de plus, ils sont le cul contre leur en but, donc un punter qui a très peu de recul, donc il ne pourra pas faire un bon coup de pied. Le coup de pied n'est pas bon, il est remonté jusque dans la moitié de terrain de Buffalo, alors qu'on sait pertinemment qu'en face, il y a quand même un kicker qui a déjà passé 7 field goals de plus de 50 yards cette saison, Et qui joue qui va dans un dôme passer en le plus. 8e. Et qui joue dans un dôme et qui va passer le 8e et prendre le match alors qu'on semblait se diriger vers un overtime. Là, en termes d'appel de jeu, sur ce coup-là, il y a un gros problème. Je dis pas, surtout vu avec sa performance ce jour-là, que dans cette situation-là, Allen pouvait lancer le drive du comeback, d'autant que je crois qu'ils ont eu, il y a moins d'1 minute à jouer. Bon, c'est compliqué. Je veux pas, mais par contre, là, je vais pas dire qu'ils ont donné le match, mais ils se sont tirés une sacrée balle dans le pied, alors qu'on pouvait dérouler en attendant l'overtime. Et après, en overtime, vaille que vaille, il se passe ce qui se passera. Mais là, je vais même te dire quelque chose. Quand tu vois le soulagement sur le visage de CJ Stroud à la fin du match, je pense que lui-même, il en espérait Et pas il a tant. fait deux défaites d'affilée. Oui. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que l'état de grâce des Bills, c'est terminé? Il joue les Jets et là, ça va être... Là, c'est important parce que déjà, c'était en duel de division. Ouais, et puis, il joue à... ça peut faire basculer les Jets à 2-4. Et eux, faut pas qu'ils reviennent à 3-3 parce que
Ouais. pour la division, parce que la division joue entre les deux. Non, alors je salue Wake qui va te dire que c'est les Patriots qui vont gagner la division. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, salut Wake. Oui, oui, oui. Bah, tu sais, et avec toutes les bêtises qu'il peut dire, Oui, il y en a plus à une de près. Hein, tu vois. oui, oui, et il pourrait presque être avec nous, tu vois, tellement il en dit. presque, ce serait pas impossible. Autre question, tant qu'on est dans les jugements à l'emporte-pièce, allons-y carrément, sortons notre autre emporte-pièce. Est-ce que, On n'est pas comme ça. est-ce que les Texans ont déjà plié la division? Oui. Oui. Non, non. Ils ont 4-1 et plié, les quand Colts même, hein. sont à 2-3. Hein. Les Ils plus l'ont pas proches sont à plié. 2-3. Ils l'ont pas plié. Je vais tempérer ce que j'ai dit. Ils l'ont pas plié parce qu'on a vu la deuxième partie du match d'hier. Rien n'est jamais vraiment acquis. Pour autant, ils ont pris une grosse avance, ouais, ils ont quand même mis un pied et demi déjà en tête de division. Ah, complètement. Moi, Après- les Jaguars, en fait, les Jaguars ont tellement déçu jusque là que, alors on va voir, hein, peut-être qu'il va y avoir un gros réveil, on n'en sait rien. Et je vous ai annoncé quoi là? On va en parler plus tard des Jaguars. Je vous ai annoncé qu'ils revenaient de Londres. Ils étaient à 3-4, les Jaguars. Vous allez voir. Mais peut-être, Vous allez mais voir, pour autant, on est en lice. On est en oui, lice. mais pour autant, les Texans sont pour le moment déjà à 4 ans. Oui, Donc, non, mais d'accord. Mais pour aller chercher un spot en wildcard, c'est Ah pas oui. impossible. C'est pas Mais, impossible. pour les mais Jaguars. dans la division, pour aller chercher les Texans, ça va être très compliqué maintenant, parce qu'en plus de ça, ils ont quand même fait, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont fait un recrutement très soigné, très réfléchi, en prenant des vétérans qui allaient encadrer cette équipe très prometteuse et très fougueuse, et je trouve qu'ils font du très très bon travail. D'ailleurs, Diggs, il fait pas un mauvais match hein, Ouais. c'est lui le meilleur receveur d'ailleurs. Il marque Ben, pas. il prend bien le relais de Collins, justement. Ouais. Moi, il y a juste une chose, c'est que les Texans, c'est la santé de CJ Stroud. C'est pour ça, on a vu l'année dernière les Jags. Jaguars. Ouais, justement, à partir du moment où il y a la blessure de Trey Lawrence, que tout s'est écroulé. C'est pour ça que je prends la précaution oratoire de dire qu'il. Mais je suis d'accord. Précaution oratoire, c'est beau. Tiens, ce qui oui. était beau aussi, c'est ce duel entre les Ravens et les Bengals de Cincinnati. Tiens, tant qu'on parle des Ravens, on va saluer John Ravens, on va saluer Kachou aussi, notre fan des Ravens. On va saluer Romain aussi, qui est fan des Ravens. On saluera pas Tutur parce qu'il est en dépression. Oui. Et Axel, voilà. Axel, voilà. Bon, bref. qui était mon. On a une vraie colonie de corbeaux, en vrai, qui nous suivent. Hein. C'est dingue, ça. C'est quelque chose d'assez fou. Et je rêve d'un jour de voir. On précise que Turtur n'est pas du côté des corbeaux, hein, il est plutôt des tigres. Des chatons. Alors lui, c'est un chaton, il a le poil soyeux encore, Arthur. Et je rêve un jour de voir Kachou avec, tu sais, le grand costume de corbeau là qu'il y avait dans les travées la dernière fois. Je ne sais pas si la tête de corbeau lui ira comme un gant, mais tout l'habille, hein, rien l'habille. Alors, les amis, trêve de bêtises. Tu verras avec elle. On lui demandera. Les Ravens de Baltimore, donc, qui s'imposent 41-38. Que dire de ce match, Seb? Ça a été d'abord des défenses plutôt soignées, puis un véritable festival de la part des deux quarterbacks. Juste pour les stats, 26 sur 42 pour Lamar Jackson, 348 yards, 4 touchdowns, aucune interception. Et pour les Bengals, Joe Burrow à 30 sur 39, 392 yards, 5 touchdowns, une interception. Perdre un match en ayant lancé 5 touchdowns, ça fait mal au casque. C'est quand même pas banal. Non, le dernier qu'il a fait, c'est Eli Manning contre les Saints. Ah, tiens. Le sein. Comme par hasard. Moi, j'avais vraiment l'œil sur Cincinnati, sur ce match. Et en fait, c'est comme le bilan que j'en fais pour eux, c'est que ça a été comme le film de Sergio Leone, tu vois, c'est The Good, The Bad and The Ugly. The Good, c'est Burrow qui lance 392 yards, qui lance 5 touchdowns. Ja'Marr Chase qui a définitivement desserré le frein à main, 10 réceptions, 193 yards, 2 touchdowns. T. Higgins qui redevient lui-même, 9 réceptions, 83 yards, 2 touchdowns. Très bien. The Bad, le jeu au sol. Toujours.
en attaque, 71 yards, ça décolle toujours pas. Il y a cette interception de Burrow en 4e quarter par Marlon Humphrey qui ouvre la porte à l'overtime. Les appels de jeu en fin de match de Zach Taylor, enfin Cincinnati qui recouvre un fumble dans le camp de Baltimore, qui appelle 3 courses qui ne donnent rien alors que tu as un QB qui a la main chaude. Je comprends pas. Et puis The Ugly, le très très moche, la défense, un backfield qui encaisse 371 yards par les airs, 4 touchdowns, des réceptions lâchées au tight end adverse au cœur de la défense. Et là aussi, je pense pas que ce soit le personnel sur le terrain qui est en cause, mais leur defensive coordinateur, Lou Anarumo, il a besoin de réparer sa défense. Là, Cincinnati, ils ont laissé filer une avance de 10 points et ils sont 0-3 à la maison. Oui, non, ça commence à devenir assez alarmant pour les Bengals. Surtout qu'on avait vraiment l'impression, Yaya, qu'ils avaient tout dans ce match pour l'emporter. Ils avaient 10 points d'avance, comme l'a dit Seb. Il y a Joe Burrow qui avait le ballon, qui l'envoie, qui se fait intercepter. Derrière Justin Tucker. Alors, d'ailleurs, mérite à Justin Tucker d'avoir envoyé les 2 équipes en prolongation, parce que vu le vent qui soufflait sur Cincinnati à ce moment-là, le coup de pied qu'il a tenté pour remettre les 2 équipes à égalité à 38 partout, qui a plus de 50 yards, faut quand même la passer. Hein. C'était pas cadeau hein, comme field goal, surtout qu'il en avait raté quelques-uns cette saison en plus de 50 en plus. Oui. Et derrière, on a McPherson qui a le coup de pied de la gagne en prolongation. C'est raté et finalement c'est Derrick Henry qui finit par une course fabuleuse à mettre Justin Tucker en très bonne position. Mais les Bengals avaient vraiment tout pour gagner ce match. Dans la série, comment se saborder, là on est pas mal. Tout a été dit par Seb. Quand tu mènes de 10 points, tu mets les barbelés et allez, c'est fini. Mais effectivement, pas de jeu de course. Donc, et le problème des Bengals restera toujours le même. Tant qu'ils ne blinderont pas cette ligne pour mettre en place du jeu de course. En plus, leur coureur Nixon est parti. Voilà quoi. Et les deux prochains matchs, c'est contre les Giants et contre les Browns. Tous les deux à l'extérieur pour les Bengals. On est d'accord, Vince, que c'est 0 droit à l'erreur, parce que sinon, c'est saison game over terminée en petit bagage. Est-ce que les Bengals vont commencer leur saison? Là, il n'est même plus question de la lancer. Là. Non, en fait, on parle beaucoup effectivement du jeu de course de Cincinnati et effectivement, c'est leur point faible. Et j'ai envie de dire que c'est d'autant plus impressionnant de voir Burrow à ce niveau-là, alors qu'il n'a pas de jeu à la course. Parce que normalement, le jeu à la passe, il est débloqué quand le jeu à la course, il est mis en place. Quand la défense doit se focaliser sur le jeu à la course, on peut ouvrir un peu plus le jeu à la passe, et donc ça nous permet d'avoir des espaces. Là, non seulement le jeu à la course, il est bloqué, mais en plus, le jeu à la passe, il arrive à l'ouvrir. Et là, franchement, je dis bravo. Après, on parle du jeu à la course des Ravens. Alors oui, Derrick Henry, 92 yards, mais le deuxième coureur, c'est Lamar Jackson, hein, donc c'est leur QB, chose que c'est vrai que Burrow ne fait pas. Et Henry, il ne faut pas oublier qu'il fait quand même un gros rush de 51 yards en overtime, qui, sans ça, quand même, ça pondère un petit peu ce jeu à la course aussi des Ravens et cette défense des Bengals. La défense des Bengals, comme l'a dit Sébastien, a été très très mauvaise sur le jeu de passe. Au jeu de course, elle n'a pas été si mauvaise que ça. Il faut quand même voir qu'elle a limité Derrick Henry à moins de 50 yards, même à moins de 40 yards pendant 4 quarts-temps. Donc c'est quand même pas anodin, c'est quand même pas mal. Surtout qu'on a vu Henry à quel point il était. Après, qu'est-ce que tu veux faire dans un match comme ça? Tu rentres de la mi-temps, tu as les 6 premiers drives, c'est 6 touchdowns, donc 3 de chaque équipe. Et ensuite, tu as un Lamar Jackson qui, même quand il est touché, il y a une action où il est touché 2-3 fois, il est saqué quasiment, il met quasiment le genou au sol, et il arrive à se redresser et à lancer un touchdown. Franchement, hier, Lamar Jackson a été quand même incroyable, il faut le dire, dans le sens du
de la personne qui est capable de faire gagner son équipe, il a été là, quoi. C'est le gars qui est le game changer pour moi hier. Lamar Jackson a fait quelque chose de fou et je pense qu'il y avait très très peu de QB en NFL actuellement qui aurait pu faire une performance comme ça en étant autant sous pression, autant touché et en trouvant autant les espaces. Donc je te dis bravo aussi à ça, c'est à noter. Alors c'est vrai que le TD qu'il lance sur Isaiah Likely, alors qu'il échappe le snap et qui rafute 2 fois le même défenseur et puis C'est qu'il le clair. rafute à la Derrick Henry et qu'il arrive à lancer dans l'embut sur Isaiah Likely qui démarre. Purée, alors Et- là, moi celui-là, j'en Et suis il pas est au revenu. début, quand il récupère son fumble, il est même pas du bon côté de son bras, donc il est obligé de se retourner. Hein. C'est incroyable, franchement. Il est obligé de se retourner, de se redécaler, c'est incroyable. Alors, on parlait du jeu au sol. Au final, sur ce match, donc Cincinnati a gagné 71 yards au sol. Les Ravens 175. Et Non. alors, le saviez-vous, Ah. les Ravens ont gagné au moins 100 yards de plus au sol que les adversaires au cours de leurs 5 derniers matchs. Et ça, messieurs, c'est un record qui tient depuis, accrochez-vous, 1933, qui correspond à l'année où on a commencé à traquer, à suivre le yardage des escouades offensives Et et des coureurs. ils ont C'est dû augmenter, délire. enfin continuer aussi leur série. Ils ont une série en cours de 100, enfin plus de 100 yards à la course. J'ai plus la stat exacte de truc. Je sais qu'ils peuvent battre le record all-time de matchs consécutifs avec plus de 100 yards à la course contre les Steelers qui ont précisément ce record co-détenu avec les Ravens déjà pour alors je sais plus les années, mais en tout cas ils peuvent le battre cette saison s'ils continuent à faire plus de 100 yards à la course sur tous les matchs. Il faut dire qu'avec leur style de jeu et le QB, avec ce QB Lamar Jackson, qui dès qu'il est sous pression, en fait, il arrive à trouver un trou de souris à courir, parce qu'encore une fois, 12 courses, 55 yards, qu'est-ce que tu vas faire? 4 yards et demi de moyenne, c'est beau. Hein. Et puis avec Derrick Henry à côté. Oui. Non, mais King Henry, Il manquerait plus qu'ils nous rajoutent Davante Adams en receveur. Et puis, alors là, Ah non, mais là c'est cheat mode et là c'est cheat mode. Déjà que Zach Flowers, attention, déjà c'est son The match Flowers. aussi, hein. Ah oui, 111 yards pour The Flowers. Et je finirai juste par un petit truc sur ce match. Attention, Chase et Bureau, ça fait un sacré duo quand même. Voilà. Oui. Ouais. Alors, franchement, mais alors, il y a quelque chose, et ça a été une discussion qu'il y a eu, on va saluer Romain et Tutur qui en ont parlé hier dans le Discord, mais c'est quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire que Romain disait à juste titre, il faut voir aussi le nombre de yards gagnés après les yards after catch, notamment de Ja'Marr Chase. Il nous avait déjà fait le coup contre Carolina la semaine dernière en réceptionnant une passe à la mi-terrain et en arrivant à passer en revue la défense adverse pour aller marquer. Là, il nous a refait la même chose sur un touchdown de plus de 60 yards, quoi. C'est quand même, à chaque fois, c'est des passes qui sont pas forcément lancées très deep, mais qui finissent par tout de même faire des choses, finir par aller au touchdown. Sur les 193 yards qu'il a, Joe Burrow, dans les faits, ne lance pas 190 yards. Il y a beaucoup de yards after catch, quoi. Il faudrait regarder, j'ai pas la stat effectivement des yards après catch, mais je pense que Chase doit être très très bien placé parce que franchement, effectivement, hier encore, il passe dans un trou de souris. Vraiment, bravo. Très belle action d'ailleurs, hein. Très beau jeu appelé. Avec un beau bloc aussi à noter. Les amis, on passe les Ravens, on est d'accord qu'ils sont définitivement lancés, hein, on veut pas non plus, voilà, hein, c'est parti. Mis à part la défaite contre les Raiders, ils ont perdu contre les Chiefs pour l'ouverture de la saison, mais rien d'infamant de perdre contre les Chiefs. Ils font une très très bonne saison et j'ai l'impression que là, ça y est, la machine est bien lancée. Ouais. Attention, le match était quand même compliqué, mais oui, c'était contre des gros. C'était un gros match que tout le monde attendait, donc oui, on va dire que c'est parti. C'est l'heure de notre point. Oui, mais ça ne compte pas. C'était contre les Panthers, pardon. Attention, nous allons donc parler des rookies et de Caleb Williams. Et là, je vais forcément avoir à un moment quelqu'un qui va me dire, mais attention, c'était contre les Panthers, donc ça ne compte pas vraiment. Alors, qui va me sortir cette phrase magnifique dans ce podcast, puisqu'on l'a toutes les semaines? On devrait en faire un jingle.
Tiens, c'est mon Yaya. Vas-y, Yaya, dis-nous cette phrase qu'on attend tous. Oui, mais c'était contre les Panthers, ça compte Ouais. pas. Merci, c'est très sympathique. 20 sur 29 pour Caleb Williams, 304 yards de touchdown, aucune interception. Bon, Yaya, soyons beaux joueurs, même si c'est contre les Panthers, c'est quand même du mieux. Tout à fait. Et, on va, comment dire, il fait ses stats, il fait ce qu'il doit faire. Il fait pas d'erreur. Ouais, c'est exactement ce qu'on attend. C'est sur ce genre de match qu'on peut noter la progression, qu'on peut voir ce qu'il met en place et comment il fonctionne avec son équipe. Donc voilà. DJ Moore qui revient, qui s'était fait trader pour un first pick, il doit bien être content d'être parti quand même. Voilà, donc c'est une équipe de Chicago avec DeAndre Swift qui marque, enfin, j'ai envie de dire. Donc, il y a le jeu au sol qui est établi avec justement avec notre ami Swift. Et du coup, bizarrement, ça ouvre un peu le jeu pour Caleb Williams, qui fait ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire animer le jeu, faire de la stat et gagner des matchs qui sont gagnables. On ne lui demande pas pour l'instant d'aller jusqu'au Super Bowl cette année, mais de progresser, de travailler et de petit à petit avancer dans sa carrière, puisque l'objectif, c'est rarement, avec un rookie, c'est rarement de gagner dès la première année, puisque tu arrives dans une équipe qui est un peu dépeuplée. Caleb Williams avec les Bears, qui va avoir un calendrier un petit peu, on va pas dire facile, mais qui va avoir un calendrier accessible dans les prochaines semaines. Il y a un match contre les Jaguars à Londres, et il y a un match ensuite face aux Commanders, un match contre les Cardinals, un match contre les Patriots. Il y a quand même quelques victoires qui pourront être prises dans ces quatre-là. Au moins oui, peut-être 2, peut-être 3, on verra. On pourrait. Tu as dit que les Jaguars allaient les battre. Hein. Ah, pour moi, les Jaguars vont les battre, oui. Pour moi, les Jaguars vont gagner leurs 2 matchs à Londres. Hop, notez. Ouais. J'avais déjà annoncé la victoire contre les Colts. Hein. Les 2 prochains, ils les prennent. Et je serais même pas étonné que ce soit la deuxième équipe à 0-4 à finir en playoff. On en reparlera. Ouais, au moins, c'est audacieux comme pronostic. Les Bears, Vince, ils t'ont impressionné ou finalement, c'était que les Panthers en face? Ben non. Enfin, on est en NFL, donc dire que c'est que une équipe en face, moi, j'aime pas trop ça, parce qu'au final, on joue en fonction de ce que propose l'adversaire aussi, et donc ils ont su s'adapter, ils ont su gagner ce match, et c'est ça le plus important. Oui, c'est pas une victoire contre les Chiefs. Oui, c'est pas une victoire contre les Vikings. Je sors les 2 équipes qui sont invaincues pour le moment, mais c'est une victoire quand même. C'est une victoire où Caleb Williams commence à s'affirmer. Et moi, ce que je note, c'est qu'il l'a distribué. Et franchement, pour un rookie, c'est bien. Il distribue, il s'appuie pas sur un receveur fort. Quand on regarde les réceptions, DJ Moore qui a 5 réceptions, Odunze qui a 5 réceptions également. Derrière, il y a Kenan Allen qui en a 3, Cole Kmet qui en a 3, Swift qui en a 2. Alors, je ne parle pas de Taylor, hein, je parle d'Andre Swift, et Everett qui en a 2 également. Donc, je dis, ça distribue bien. Ça, c'est beau. C'est quelque chose que j'aime bien parce qu'en fait, ça implique un peu tous les receveurs. Et en plus de ça, son coach, il peut lancer des jeux de passe où il sait qu'il peut avoir 1, 2 ou 3 options et il va pouvoir regarder, il va pouvoir avoir le temps de regarder les 3 options. Après, là où je vais nuancer, effectivement, c'est que la seule différence, c'est pas forcément sur ses receveurs, mais c'est surtout sur la pression qui lui a été mise. Hier, la pression était un petit peu moins forte, un petit peu moins élevée, un petit peu moins intense que dans d'autres matchs. Et effectivement, ça aide pour un rookie pour commencer à prendre le pas sur l'équipe adverse et donc se donner confiance et donc gagner ce match. Pour aller encore mieux chez les Panthers de Caroline, ils ont perdu Jadeveon Clowney, blessure à l'épaule, donc comme ça au moins tout va bien du côté des chatons de la Caroline. Et on a revu leurs fans qui ne sont pas encore suicidés. On a revu Bryce Young hier. Oui, mais on l'a vu. Oui. Coucou Bryce. Au revoir Bryce. Il a lancé 7 passes. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, je sais pas ce qu'ils doivent changer les Panthers, mais ils doivent changer beaucoup de choses à mon avis. Alors, Seb, est-ce que tu as un truc à ajouter sur Caleb Williams ou je te lance sur Jayden Daniels?
Non, mes collègues Voilà. ont déjà été très complets. Moi, j'ajouterais juste que sur ce match, on a vu une bonne tendance de la part de Chicago. Et pour parler de Caleb Williams, déjà, il a été beaucoup plus à l'aise sur les passes longues de plus de 15 yards. Il a fait un 4 sur 4 alors qu'il était à 5 sur 29 lors des 4 matchs précédents. Effectivement, comme l'a dit Vince, il a très bien distribué le jeu, 6 cibles différentes. En plus, sa connexion avec DJ Moore fonctionne. Du côté du jeu au sol, DeAndre Swift, il a continué sur sa lancée de la semaine dernière, alors qu'il était assez décrié lors des semaines précédentes, où il performait assez peu. Peut-être qu'on est en train de voir une équipe qui franchit des petites étapes progressivement. On va pas revenir sur la qualité de l'adversaire, parce que comme l'a dit Vince, et moi je suis assez d'accord avec ça, ça n'a pas vraiment à rentrer en ligne de compte. C'est des matchs qu'il faut prendre. Chicago a su le prendre. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont donner dans les 4 semaines qui viennent, où effectivement le calendrier est abordable, mais dans lequel il y aura quand même quelques Et notamment, choses à éviter. Je finirai juste, excuse-moi, sur Caleb Williams aussi, à noter, il prend aussi confiance et ça se voit parce qu'il commence à courir aussi de plus en plus. Hier, il nous fait 5 courses pour 34 yards, pardon. Donc, c'est pas rien non plus. Ça aide. Et dans les matchs pièges pour ces Bears, il y a notamment un match chez les Commanders de Washington. Les Commanders de Washington qui sont en train de courir sur toute la NFL. Et si je dis courir, ça n'est pas pour rien. 215 yards à la course hier contre la défense des Browns. Alors, on sait que les Browns, c'est pas toujours fantastique depuis le début de saison, on va pas se mentir, mais la défense, ça restait quand même l'un de leurs points forts principaux. Et pourtant, les Commanders en ont passé 34 à la défense des Browns, 215 yards à la course avec un Jayden Daniels encore qui a couru pour 82 yards. Seb, une performance encore de Jayden Daniels, on sait même plus comment le qualifier, futur rookie MVP. Certainement au moins Offensive Rookie of the Year, du moins ça en prend le chemin. On pourrait même se demander si Washington n'est pas la meilleure attaque de ce En nombre de championnat. points marqués, je crois que c'est les meilleurs, non? Je crois que c'est. Alors on va attendre Saints, le voilà, match parce que c'était les Saints qui étaient en tête, mais bon, il faudrait qu'ils en passent 30 à Kansas City pour rester en tête. Donc, je pense que c'est pas gagné. On y croit. Oui, il était tout seul à y croire là sur le coup. Mais on parle d'une attaque qui fait du 409 total yards par match et qui marque, je crois que c'est 33,8 points par match là sur les 5 premières rencontres. Daniels, il a été une fois de plus que correct pour parler par euphémisme, 238 yards par les airs, un touchdown. Il rajoute 11 courses et 82 yards, donc en plus il booste le jeu au sol qui a également été boosté avec une très belle course de 50 yards d'Austin Eckler. Il a notamment complété une passe de 41 yards pour un touchdown. C'est assez fou de se dire aussi que cette attaque, elle a gagné 434 yards au total hier soir, dont 298 en 8 jeux seulement. Donc, ça veut dire qu'en plus, ils peuvent provoquer des jeux explosifs et qui peuvent être dangereux rapidement. Là, maintenant, je pense que toute la Ligue, ou au moins toute la NFC Est, est au courant. Attention aux Commanders. Que j'ai pas Pirates Redskins, ce qui est une c'est pas mal. Il manquerait plus que tu arrives à nous dire tout à Tagovailoa dans le même podcast et on serait parfait. Alors, Vince, j'ai une question de Massoni sur Discord qui nous demande les Commanders, est-ce que c'est une vraie surprise ou est-ce que finalement c'est conforme aux attentes? Ça reste une surprise. Ça reste une surprise dans l'ampleur, en fait. C'est pas tant une surprise que ça, parce qu'on avait vu des qualités de Daniels maintenant dans l'ampleur de ce qu'il arrive à faire. Oui, c'est une surprise. Encore un génie qui vient de Louisiane. Pour être complètement honnête, si la saison devait s'arrêter maintenant, donc il y aurait eu forcément que 5 matchs, ça fait pas beaucoup, mais est-ce qu'il ne serait pas dans les discussions de MVP? Vraiment, parce que clairement, il est dans la discussion. Parce qu'on a vu les Commanders comme ils étaient l'année dernière.
l'apport de Daniels est monumental. Ce qu'il arrive à faire avec cette équipe en tant que rookie, c'est très très fort. Donc oui, c'est au-dessus des attentes. Maintenant, effectivement, je demande confirmation. Moi, j'aime beaucoup de voir ces histoires-là. Est-ce que ça nous fait un peu penser à CJ Stroud dans un registre complètement différent par rapport à l'année dernière? On a vu débarquer CJ Stroud qui a changé complètement les Texans. Eh ben, Encore un choix numéro 2. Ben oui, mais justement, c'est super. Moi, j'adore ces histoires-là. Je trouve ça très, très bien. Tu Et sais, c'est le genre de gars qui, 10 ans après, tu te dis, et dire que le mec qui a été choisi devant, il a jamais rien donné, tu sais. c'est exactement ça. Mais tu sais, Jordan en NBA n'a pas été sélectionné en premier. Hein, donc TJ voilà. Watt a été pris en 30e. Voilà, donc exemple. voilà, c'est des. J'ai trouvé ça vraiment. Enfin, les Commanders sont vraiment incroyables. J'aime beaucoup. Est-ce que de là à dire qu'ils vont aller gagner la division, ça va être quand même compliqué parce que les Cowboys, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est, mais ça reste sur le papier. Les Giants, surtout. Et puis voilà, il y a un autre Daniels dans la division. Attention, hein, un certain Daniel Jones qui est redoutable. Donc attention, Ça se trouve, un jour, ils ils vont se tromper. Ils vont l'appeler Jaden Daniel Jones et hop, ils vont plus savoir qui c'est, quoi. Ils vont non, mais voilà. qui En tout cas, l'histoire est belle. L'histoire est super. Moi, je suis très impatient de voir la suite. En tout cas, ça me force un peu plus à suivre ces Commanders, qui était une équipe pour moi que je ne suivais pas spécialement dans la NFL, mais voilà, ça me force un peu plus à les suivre, comme les Texans l'année dernière, et ça c'est très très bien. La remarque de Vince au sujet de l'apport de Jaden Daniels m'a fait ressortir un petit quelque chose. Le saviez-tu? Ah ouais, non, mais ce soir, je le saviez pas. Ce soir. Ouais, il faut vraiment qu'on crée un jingle. Tu ne saviez pas? Eh ben, Washington est la première équipe à marquer 150 points ou plus en 5 matchs avec un quarterback rookie. Donc, l'apport de Jaden Daniels, il n'est pas seulement, il n'y a pas qu'une impression visuelle, il y a une vraie impression. Mais clairement, tu parlais de la course au MVP. Alors, si on s'arrête sur les 5 premières semaines, qui est-ce qu'on entend être dans la course? On entend du Josh Allen, on entend du Patrick Mahomes, on entend du Baker Mayfield, on entend du Sam Darnold, du Lamar Jackson. Je vois pas ce que Jaden Daniels a envié à Darnold, à Mayfield ou même à Mahomes en ce début de saison, très honnêtement. Hein. MVP valuable, hein, le V1. Bah donc oui. c'est celui qui permet le plus de faire grandir son équipe. De valoriser son équipe. Voilà. Oui. Et on verra. Sébastien a pas l'air d'accord. Il aura fort. Alors, malheureusement, il aura quelque chose contre lui pour les votants. Oui, ça c'est sûr, mais bien sûr. Rookie. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle qu'il est le dernier rookie à avoir gagné le MVP? Voilà, il n'y en a eu qu'un. Donc, c'était Jim Brown en 57. C'est clairement le titre de rookie offensif ou de rookie de l'année enlève en fait quasiment de fait la possibilité qu'il faudrait vraiment qu'il fasse une saison exceptionnelle pour que ce soit lui. Mais n'empêche qu'il mérite au moins, à tout le moins, d'être dans la discussion à l'heure actuelle, tout autant qu'un Baker Mayfield ou qu'un Sam Darnold, très clairement. Comme l'a été CJ Stroud l'année dernière. Comme l'a été CJ Stroud l'année dernière. Parce que Kirk Cousins aussi est dans la discussion, et bizarrement, Daniel Jones, qui est meilleur que Kirk Cousins, lui n'y est pas. Allons savoir. Mais ça sert à rien, ça sert à rien. C'est rien. Si, Yaya, ça sert à t'énerver. Voilà. Regarde dans quel état tu l'as mis. Regarde dans quel état tu l'as mis. Bravo, c'est le diable de Tasmanie. En fait, en vrai. Attends, j'ai une autre question pour toi, mon Yaya. Oui. La NFC Est, les Commanders sont vraiment dangereux pour toi? Ah oui. Oui, totalement. Après, en fait, tout va dépendre de la santé de Jaden Daniels. Moi, je crains pour sa santé. Parce que tu crains beaucoup pour la santé des gens aujourd'hui. Oui, totalement. T'as eu un problème avec le Covid ou un truc, je sais pas. Non. Absolument pas, mais moi, quand je vois ces petits jeunes là qui gambadent, hop, ils y vont, ils avancent, et j'ai toujours peur qu'il y ait un gros molosse qui vienne qui viennent se les taper. Donc, un mec des Giants, par exemple. Je pensais pas forcément, parce que on a été sympa, on a flingué notre kicker qui était déjà à moitié flingué pour les laisser gagner, quoi. Donc voilà, on reparlera de ce syndrome du kicker blessé après. Mais
Ouais, je pense que ils ont fait les choses dans l'ordre, c'est-à-dire qu'ils ont mis le quarterback après avoir préparé en amont des choses, et surtout ils ont ramené des vétérans, notamment Austin Eckler, pour ça. Donc j'ai envie, voilà, je pense que c'est une équipe, surtout que les Cowboys, on ne sait pas trop ce que ça va donner cette année. C'est tellement sinusoïdal et Les Eagles aussi. alors les Eagles, il y a enfin, on en a parlé la semaine dernière, je pense. Il y a bientôt le procès de Sirianni à ouvrir. Hein. Oui, Il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci Sirianni. Mais c'est vrai qu'avec la percée de ces Commanders, ça jette une sorte de choses un peu bizarres dans cette division. Là, on ne sait pas où on en est. On ne sait plus du tout où on en est entre les Cowboys qui végètent un peu en ce début de saison, les Eagles, on ne sait pas trop. En fait, les top teams de la division sont un petit peu mi-figue, mi-raisin, si vous me passez l'expression, depuis le début de saison. Et celles qui étaient considérées comme les deux équipes potentiellement les plus faibles performent mieux que ce qu'on attendait. Donc forcément, ça se retrouve dans une espèce de mélasse. On ne sait pas trop où on en est. C'est un peu la NFC Est, quoi. Ouais, c'est ça. La seule division où toutes les équipes ont des Super Bowls. Voilà, et la seule division où on n'est jamais sûr vraiment de qui va gagner en début de l'année. On est juste sûr que ce ne sera pas les Giants. Alors, parce que là, juste pour dans cette division, hein, on est bien d'accord. Donc les Commanders sont en premier avec 4 victoires, une défaite pour le moment, suivi des Cowboys 3-2, les Eagles 2-2 et les Giants 2-3. Donc c'est vrai que c'est quand même encore très serré. On n'a que 5 matchs joués, mais bon, attention aux Eagles. Les autres enseignements de la journée, très rapidement, avec la première victoire des Jaguars. Ah, les Jaguars. Ah, ils ont quand même failli nous faire un joli coup, nos amis Jaguars, parce qu'ils menaient de 14 points et ils ont failli perdre le match. Ils menaient de 14 points dans le 4e quart-temps, ils sont passés pas loin de perdre la rencontre. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire, cette première victoire des Jaguars? C'est anecdotique ou ils ont lancé leur saison? Ah aussi, ça y est, maintenant Avec on va tout le le faire monde. avec on T'as va la noté faire que, avec t'as tous noté les que tocards sur de la ligue. la première ligne de l'article que j'ai fait aujourd'hui sur les Bengals, j'avais mis ta phrase. Hein. Tu notes, tu regarderas, tu liras l'article. Je suis toujours touché par Mathieu les t'en hommages rend que souvent que des tu peux me hommages porter. et on le salue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Alors attends, anecdotique. juste avant de parler des Jaguars, parce qu'on parle de Mathieu, allez voir sa dernière vidéo sur celle qu'il a sortie dimanche là avec tout le monde sauf les Chiefs, où ils sont où il y a les 10 Mathieu qui se fâchent l'un contre l'autre, c'est absolument fantastique. Vraiment, allez voir cette vidéo, elle est splendide. Oui, pardon mon Seb, vas-y. C'est une reprise. Alors, anecdotique. Allez. Un premier enseignement à tirer quand même, c'est que Trevor Lawrence a fait de loin son meilleur match de la saison. Il lance plus de 300 yards, 371 pour être précis, 2 touchdowns et une interception. C'est la première fois qu'il lance 300 yards ou plus depuis le 26 novembre 2023. Ça fait une éternité et c'est leur première victoire aux Jacksonville Jaguars après une série de 9 défaites de suite. On remonte à la week 12 de la saison dernière. Mais qu'est-ce que ça aura été difficile contre une équipe d'Indianapolis qu'on peut quand même qualifier de modeste. Hein. Les Jaguars, ils ont alloué 24 points dans le 4e quart-temps, dont 17 en 4 minutes, au cours de laquelle ils perdent une avance de 2 touchdowns. Ça a été compliqué. Alors, il y a des motifs de satisfaction, bien sûr. Brian Thomas Jr., qui s'affirme comme la cible numéro 1 de Lawrence. 5 réceptions, 122 yards, un touchdown. Tank Bixby et ses 13 courses, 100 yards et 2 touchdowns, qui s'est montré à la hauteur pour rehausser ce jeu de course. Et la défense, mais même si elle a beaucoup encaissé, elle a su faire ce qu'il fallait quand il le fallait. Il y a en particulier un strip sack sur Joe Flacco par Travon Walker, qui réalise 3 sacs et 5 plaquages, qui provoque un fumble également. Et puis, ouais, là pour le coup, après un strip sack, on va éviter de parler d'élite. Mais lui, pour lui, il est toujours élite. Bah, son match, il est bon. Et Joe Flacco, il n'y a pas de souci. Ouais, son match est bon. Hein. Et Josh Hines-Allen qui réalise une interception qui manque de se transformer en
en pick six. Et c'est d'ailleurs, pour revenir sur Travon Walker, c'est lui qui stoppe la dernière possession d'Indiana sur un sac, alors que arracher la prolongation était encore envisageable pour eux. Donc, des motifs de satisfaction pour Jacksonville, c'est leur première victoire. Il faut qu'ils en profitent, mais mon Dieu, Est-ce que ça vous aurait été saviez que compliqué. Travon Walter, le saviez-vous, était fan de l'équipe de baseball des Texas Rangers. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant à savoir. Voilà. Voilà. Ok, c'est bon, je l'ai. Bon, bref, un peu de blague. Ça nous permet de saluer les copains du podcast de la MLB, tant qu'on parle du baseball, puisque c'est la post-saison. N'hésitez pas à aller les écouter, tout comme la WNBA, où c'est aussi les playoffs. Décidément, c'est les playoffs dans beaucoup Et les de New York sports. Liberties en finale. Voilà, pour une fois qu'une équipe de New York gagne. Juste un truc, quelle est la franchise, tout sport américain confondu, qui a le plus de titres? Les Alors, Yankees. Merci, donc, monsieur. Merci, monsieur. Allez, nous au allons revoir. passer à la suite de ce podcast, avant qu'il nous parle de New York pendant 20 heures, hein, et qu'on ait un espèce d'Antoine de Maximi qui viendrait nous parler des choses. Oui, Vince? Juste avant, sur le match des Jags, effectivement, on a Moi, j'avais parlé pas fini, beaucoup de... attends. Ah, pardon, Non, excuse-moi, je non, croyais que vas-y, vas-y. comme tu allais... Non, J'allais pensais- parler de la météo à Jacksonville, mais vas-y. Alors moi, je voulais juste parler d'un joueur quand même, de ce fameux running back Brisby. Bixby, pas Brisby, mais Bixby, Non, pardon. magnifique. Effectivement, comme l'a dit Seb, il fait un gros match, il mérite 2 touchdowns. Il finit avec de très belles stats. Attention par contre sur ces belles stats, il fait quand même 83 yards en 2 courses qui amènent aux 2 touchdowns. Si vous n'avez pas vu les courses de ce running back pour les 2 touchdowns, allez les regarder, ces 2 courses fabuleuses. Il emporte tout sur son passage, c'est vraiment très très beau techniquement, la manière dont il place son ballon, la manière dont il met ses appuis, la manière des blocs aussi, les blocs de sa ligne qui lui permettent d'avancer, c'est vraiment des 2 superbes courses. Techniquement, tactiquement, il y a tout là-dedans, vraiment magnifique. Allez jeter un coup d'œil. Oui, la météo à Jacksonville, vous avez remarqué que c'était le seul stade où il faisait moche hier à 19h, ce qui est quand même incroyable quand on sait que ouais, il jouait à Chicago, ça jouait à Chicago, mais il faisait beau partout. Ça joue à New England. Hein. Ça jouait à New England, mais il y avait un match à New England? Oui. Ah. J'avais pas vu. J'avais vu qu'il y avait des joueurs. Kevin. J'ai vu qu'il y avait des joueurs sur le terrain, mais j'ai pas vu qu'il y avait un match de football. Alors, Kevin Mwamba est appelé par son petit frère, le petit Flav. Il attend à l'accueil. À l'accueil de Jean Bois, s'il vous plaît. Venez me chercher, ne me laissez pas tout seul avec Kevin. Alors, les amis, juste un petit mot aussi sur cette NFC West qui a galéré hier. Les Seahawks de Seattle qui ont été battus par les Giants de New York, les Rams qui ont été battus par les Packers. Et Dieu sait si pourtant Jordan Love avait tout fait pour donner des points aux Rams, mais voilà, ça n'a même pas suffi. Et les Cardinals de l'Arizona qui ont battu, mon cher Seb, les 49ers. Mais que s'est-il passé ? Ah là là là, mon pauvre monsieur, il y a des jours où il n'y a rien qui va. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, un constat déjà sur Arizona, c'est qu'ils ont besoin de leur jeu au sol pour rester dans la course, sans mauvais jeu de mots. À la mi-temps, ils avaient gagné 50 de leurs 75 yards gagnés au sol. Ils venaient d'une course de 50 yards de Kyler Murray pour un touchdown et Connor, leur running back numéro 1, était resté bloqué à 9 yards en 6 portées. Et finalement, Connor, il va terminer avec 86 yards en 19 portées. Et le bilan de tout ça, c'est qu'en deuxième mi-temps, justement, Arizona, ils ont pu driver et marquer des points. Leur défense, elle a tenu le coup dans la red zone. Une fois de plus, elle a fait des jeux quand il le fallait. Fumble provoqué par Jesse Luketa sur Jordan Mason. Dennis Gardet qui dévie une balle sur un troisième down. Et du côté de l'attaque, eh bien, comme on l'a dit, ils sont appuyés sur leur jeu au sol. On a vu un Marvin Harrison Jr. limité à 36 yards, mais néanmoins qui a converti un quatrième down crucial qui mettra en place quelques jeux plus tard le field goal de la victoire. À San Francisco, bon, alors, je vais éviter de trop noircir le tableau.
Un motif de satisfaction, Brandon Ayuk a enfin fait le type de match que l'on attendait de sa part, mais ce sera pas suffisant. Une fois de plus, l'absence de Christian McCaffrey ne fait qu'accentuer le fait qu'il manque un finisseur dans cette attaque. Et puis, il y a quand même cette blessure du Jake kicker, Moody, de Jake Moody, qui te coupe quand même pas mal de possibilités. Je veux dire, quand on est réduit à jouer une 4e et 23 parce que tu ne peux pas faire On autrement, dirait les mousquetaires 2023. ça te, C'est ça. voilà, Benjamin Bono, ça faisons te garde. complique, ça te complique quand même grandement la tâche. San Francisco se retrouve 0-2 dans la division et 0-3 dans la NFC. Il se complique énormément l'existence. Alors, je me dis que d'habitude, octobre-novembre, ça réussit plutôt bien à Kyle Shanahan et ses hommes, mais l'avenir, Mais il va falloir ça surtout s'ennuie. ne pas se rater la semaine prochaine jeudi contre les Seahawks dans un match de division, parce qu'à 0-3 en division, ça va commencer à devenir un petit peu compliqué. Tu l'as dit, Seb, il y a eu un problème d'efficacité offensive. Je crois que la stat, c'est 5 fois les 49ers ont été dans les 10 yards des Cardinals. Ils n'ont marqué qu'un seul touchdown. 4 fois, ils ont été limités, 3 fois en field goal et 1 fois un fumble perdu. Est-ce que là, Yaya, on n'a pas finalement assisté à ce qu'on craignait depuis un moment du côté de San Francisco, c'est-à-dire le manque énorme que cause Christian McCaffrey en tant que finisseur? Il n'y a pas que finisseur, c'est l'ensemble du jeu. Parce que CMC, c'est quand même un catalyseur de jeu qui va permettre de faire beaucoup de choses. Derrière, s'il va droit devant, il va resserrer la défense. S'il fait du débordement, il y a de la place aussi. Il peut lancer. Il lance aussi de temps en temps. C'est rare, mais il peut le faire aussi. Et il peut réceptionner. C'est un peu le running back complet, quoi. Donc, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est un peu le cas avec CMC. Et effectivement, ça, le fait qu'il soit létal dans la red zone fait que ça manque beaucoup. Après, sur ce match, ce qui change complètement la donne pour moi, c'est la blessure de Jake Moody. Tu es obligé d'être beaucoup plus agressif dans tes play calls. Tu peux pas faire. Tu changes complètement tout ton style de jeu. Du coup, même en deuxième mi-temps, ils marquent quasiment rien, les Niners. Et avec. On fera peut-être encore l'épisode sur les règles, mais avoir un spot réservé à un kicker de réserve, à force, ça pourrait être pas mal. En tout cas, c'est une victoire surprise des Cardinals qui ont plié, qui n'ont pas rompu et qui ont fini par s'imposer. Voilà, c'est un petit peu la surprise. Vince, comme je t'ai pas donné la parole sur ce match-là, est-ce que tu veux nous parler pendant 1 minute 30 de tes Broncos? Alors, juste avant, parce que tu vois, je vais les prendre les minutes 30. Ah non, par juste contre, avant. la minute 30, c'est soit tu la prends, soit tu la prends pas. Ah non, c'est une honte. Non, mais c'est- on me coupe la parole. Oui. Est-ce que tu veux qu'on lui fasse un bloc Et estime-toi encore heureux que ce soit que la parole, ton couple. Juste pour les 49ers avant quand même, parce que c'est quand même important, moi je trouve. Effectivement, Seb l'a bien dit, Brandon Ayuk fait un super match, et c'est là où moi ça me fait peur, c'est que Brandon Ayuk fait un super match et les Niners perdent quand même. Et ça, c'est un peu, voilà, ça fait un peu peur pour les Niners. CMC, comme on l'a dit l'année dernière, il catalysait la défense. La défense adverse, il y avait un plan anti-CMC. Donc, il y avait forcément des joueurs sur lui, et donc ça libérait les autres. Et là, il n'y est pas, et c'est ça qui me... Alors, il ne jouera pas en week 6, CMC, ça c'est quasi certain, puisque Kyle Shanahan l'a dit ce week-end qu'il sera pas là pour le match contre Seattle. Il pourrait revenir, ensuite ensuite c'est les Chiefs. Il pourrait revenir contre les Chiefs, mais rien n'est sûr. Ça pourrait être sinon en week 8 ou alors après la bye week qui doit être en week 9, je crois, pour les 49ers. Ça doit être un match contre les Cowboys, je crois, qui a
qu'il y a derrière ou quelque chose comme ça, ou les Rams, je ne sais plus. Mais voilà, en tout cas, il pourrait revenir possiblement pour les Chiefs, mais plus probablement pour la week 8 ou 10, selon comment ça répond, comment son traitement répond, puisque là, visiblement, ils ont accéléré le processus de rééducation et les douleurs ne sont pas revenues, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les 49ers. Vince, la minute édito sur les Broncos. Non, mais écoute, je vais la prendre parce que c'est quand même. Parce que je te l'offre. C'est une des équipes surprises quand même de ce début de saison, même si encore une fois les adversaires, on l'a dit tout à l'heure, j'aime pas trop me comparer aux adversaires. C'est vrai, ça n'a pas été des grosses pointures. Pour autant, on est à 3-2, on gagne chez les Buccaneers. Enfin, quand je dis on, les Broncos gagnent chez les Buccaneers, et ça, c'est une très très belle victoire. Le calendrier n'est pas si compliqué que ça. Alors, je sais, je vais me prendre une curse, c'est sûr. Prince, excuse-moi par avance, je suis désolé si tu m'entends, ça ne sera pas de ma faute, mais oui, j'ai une folle espoir. Pourtant, moi qui suis très pessimiste, dans le début de saison, j'étais assez pessimiste sur les Broncos, j'ai un fol espoir cette saison. Il y a des possibilités basées sur une défense de fer, une défense qui tient la route, qui tient la corde, qui intercepte. Franchement, on a vu un Bonix qui commence de plus en plus à prendre confiance en lui et à prendre ses marques au sein de cette franchise, qui commence même à crier sur Sean Payton. Donc on a vu ça. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que ça veut dire que ton quarterback, il a des choses à dire, il a des choses il pense à certaines choses. Et donc c'est très très bien là-dessus. Et moi je dis c'est très très bien. J'espère que la saison va finir de la même manière qu'elle a commencé et qu'on pourra avoir une super surprise. Excuse-moi parce que tu m'as dit un calendrier favorable, c'est ça? Plutôt favorable. D'accord. Le calendrier favorable, c'est quoi? C'est Chargers la semaine prochaine, ensuite Saints, Panthers, Ravens et Chiefs? Mais non, mais alors, ok, ceux-là sont compliqués. Non, mais c'est plutôt pour la fin de saison. Quand on regarde toute la saison, moi je dis. Donc les 3 derniers matchs, Chargers, Bengals et Chiefs. Non, là t'es vilain. Là, tu es un vilain. Non mais attends, les quatre prochains matchs sont pas faciles. Les 3 derniers sont pas faciles. Il dit ça comme ça. Il y en a un contre les Colts au milieu qui est pas mal. Moi je dis les Broncos finissent à 8 victoires. Alors on va être beaux joueurs, on va donner donc tout le calendrier des Broncos pour que vous puissiez juger vous-même. Voilà. Alors voilà. Regardez ces non mais écoutez bien. Donc prochain match Chargers, ensuite déplacement chez les Saints, réception des Panthers, déplacement chez les Ravens, chez les Chiefs, 2 déplacements. Ensuite réception des Falcons, déplacement chez les Raiders, réception des Browns, réception des Colts, déplacement chez les Chargers et chez les Bengals, et réception des Chiefs. Tu les trouves où tes 8 là? T'as les Raiders les Panthers, à Las Vegas, les Raiders, les Panthers, les Browns. Tu peux prendre un des 2 Chargers. Et j'en ai vu un autre. Si, là t'es vilain parce que je les ai vus. Moi, j'ai dit entre 8 et 10. Entre 8 et 10, ok. Ouais. C'est le cœur qui parle. Ouais. Pour gagner T'as raison de préciser, Vince. Pour gagner 5. L'autre, oublie que t'as aucune chance et puis fonce, quoi. C'est un malentendu, ça peut marcher. Hein, et à son âme. Voilà. Il y a eu quand même la phrase de la semaine. Bonix, c'est un peu comme Ferris Bueller. Voilà. C'est Sean Payton qui a dit ça. Voilà. Pour ceux qui ont la référence. Des fois Sean Payton, hein, des fois, bref. Alors, l'alcool, il faut arrêter un moment. Alors, donc... on en reparle de ce qu'il faisait quand il était... C'est l'ivresse des hauteurs à Denver, tu sais, on est haut, donc... Tout à fait. Dans le... Récapitulatif des résultats de la semaine. Les Falcons qui battent les Buccaneers, et ça m'arrange pas des masses. 36-30 après prolongation. Un match nul aurait été pourtant très bien. Les Vikings qui s'imposent 23-17 contre les Jets, on en a parlé. Les Bears qui se l'emportent 36-10 à domicile contre les Panthers, mais ce n'était que les Panthers. Merci. Les Bengals qui n'ont toujours pas lancé leur saison, défaite 38-41 contre les Ravens sans prolongation. Mais ce n'était que les Bengals.
Les Patriots qui doivent gagner leur division selon notre ami Waik et qui perdent 10-15 contre des Dolphins où il y a pourtant plus rien en attaque mais ils arrivent quand même à perdre. Les Commanders qui s'imposent 34-13 face aux Browns, les Jaguars qui l'emportent 37-34 face aux Colts, les Texans qui gagnent 23-20 contre les Bills, les Broncos, on en a parlé, qui s'imposent 34-18 contre les Raiders, les 49ers qui perdent 23-24 contre les Cardinals, les Rams qui s'inclinent 19-24 contre les Packers, les Seahawks qui s'inclinent contre les Giants avec notre ami Ford Wheaton qui a réussi à remonter un field goal de 60 yards, un field goal bloqué, c'était absolument incroyable. Et les Cowboys, on n'en a pas parlé, mais les Cowboys qui s'imposent 20-17 face aux Steelers dans ce match absolument incroyable qui s'est fini à presque 1h du matin aux États-Unis avec cette stat dont on a parlé hors antenne entre nous. Dak Prescott qui fut le premier joueur de l'histoire de la NFL à être intercepté dans un même match, mais sur 2 jours calendaires différents. Puisque la première interception a eu lieu à 22h et quelques et la deuxième à minuit 10 environ. Donc voilà, bravo Dak pour cette magnifique performance qui restera dans les annales de la Ligue, et tant que c'est dans celle de la Ligue, ça nous suffit. Les amis, quelque chose d'autre à ajouter Là-dessus, on n'a rien à dire. Hein. Non, vous n'avez même pas votre MVP de la semaine. Non, Si, moi je l'ai. Ah, vas-y, mon Yaya. Moi, c'est... une fois n'est pas coutume, c'est un défenseur, c'est un safety, c'est Xavier McKinney qui a recouvert un fumble et fait une interception pour Green Bay. Et il en est déjà à sa 5e interception en 5 depuis le début de saison. Et c'est un ancien Giant, si voyez-vous un lien. Alors honnêtement, j'avais la haine qui s'en aille. Hein. J'adore ce joueur. Tant qu'il touche pas de quad, normalement on est bon. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, à partir du moment où il a touché son quad, il était bon. En fait, il faut enlever Odell Beckham des bateaux et enlever Xavier McKinney des quads. Une fois que vous avez fait ça, normalement les Giants roulent. Oui, bon Seb. Alors justement, Xavier McKinney, j'avais relevé cette stat, 5 interceptions en 5 matchs, c'est énorme. Et alors là, les gars, j'ai un le saviez-tu pour vous, si vous le trouvez, il est costaud. Est-ce que vous pouvez me dire qui est le... Parce que s'il continue comme ça, Xavier McKinney, il va faire 17 interceptions dans la saison. S'il fait ça, il bat le record d'interceptions dans une saison par un joueur. Pouvez-vous me dire quel est le nombre d'interceptions record en une saison? Et alors, question subsidiaire, et ça, si vous y arrivez, qui c'est et en quelle année? J'allais dire, tu peux nous donner au moins l'année, quoi. T'es sûr? 1923. En 1952, il remonte ce record. Il y avait combien de matchs? 1952, c'est 14 interceptions par Night Train Lane, qui était, je vous jure que c'est son nom, qui était rookie pour les Rams de Los Angeles. J'en suis pas revenu quand j'ai trouvé ce record. Il y avait combien de matchs à l'époque d'Hérode. Alors, c'est une bonne question. Je n'ai pas eu le temps de 12. Donc ça fait plus d'une ça devait être 12 matchs. Ah oui, voilà. C'est 12 ou 14, hein, donc minimum, c'est un par match. C'est ça. J'aurais dit 14, moi, tu vois. Ouais, c'est l'un ou l'autre, hein, de toute façon. Bien. Vincent, moi j'aurais mis... Non. non, quand même pas. Même si il fait un bon match. Mais non, justement, on en a parlé. Jaden Daniels aurait pu le mériter, mais moi, je le donnerais quand même au running back Bisbee, pardon. Bixby. Oui, c'est pas très dur. J'arriverai pas. Non, j'arriverai pas. C'est son toit Tagovailoa. Oui, tu l'as dit, Seb. Tu l'as dit. Au bout de Wally, je veux bien comprendre que ça accroche. Kylie Ferber, je veux bien. Et juste pour parler de stats aussi, on en a parlé en off, on l'a pas dit là pendant l'émission. Première fois de l'histoire qu'il y a 2 TD défensifs de plus de 100 yards. Oui. Voilà. Donc c'est quand même à noter pour Denver et pour Seattle. Il peut y en avoir cette nuit encore. Hein. Il peut y en avoir cette nuit encore. Ça fait, Tyrann Mathieu peut faire un touchdown de plus de 100 yards, c'est tout à fait. Oui, mais alors non, il sera rappelé tout de suite, il y aura un petit mouchoir. C'est pas possible. C'est vrai que ce soir, on va se prendre un peu comme contre les Rams. Hein,
Ouais, on va se prendre une pluie de mouchoirs, je pense, ce soir. Ça, c'est bien probable. Bon, les amis, merci beaucoup d'avoir été avec. Ah bah non, attendez. Moi, je n'ai pas droit à mon MVP. Moi, je crois. Moi, j'ai Alors, perdu, attends, donc non, mais du alors, j'ai coup, oublié ton MVP, mais je croyais que c'était Xavier McKinney avec Yaya, c'est pour ça. Mais alors, non seulement Et j'ai oublié ça, mais j'ai oublié les questions des et auditeurs, et pourtant on en a plein, donc c'est pas fini encore. Restez Ah avec oui. nous. Oui, mon Seb. on va faire C'est des heures payé sup. double. Alors moi, j'ai choisi un on va être payé double. Moi, j'ai choisi un quarterback qui a la caractéristique d'être moins bon que Daniel Jones, puisque Daniel Jones l'a battu en playoff il y a 2 ans. Ce quarterback, c'est Kirk Cousins, qui a réalisé un 42 sur 58, 509 yards et 4 touchdowns jeudi soir, et qui a eu le goût de le faire. Alors, je ne dirais pas le bon ou le mauvais, le soir où les Falcons ont décidé d'honorer Matt Ryan, qui était jusque-là le détenteur du record de nombre de yards C'est lancés 503, sur je un crois, match pour les pour Falcons. les Falcons. Voilà, tout à fait. Et Kirk Cousins, en bon gars de vestiaire, a décidé de lui pourrir sa soirée. Pour autant, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce que c'était Quand le je le match du dis jeudi que c'est soir. pas un bon gars, personne m'écoute. C'était le match du jeudi soir, mais c'est vrai que c'était une performance incroyable. Alors, les amis, les questions de nos auditeurs, notamment sur Discord. On a, qu'est-ce qu'on a comme question? Ah, tiens, celle-là, elle est bonne. Question de Musashi. Arthur. À part Arthur. les chats domestiques de Caroline, qui ne font visiblement pas le même sport, quelle équipe a le niveau de jeu le plus inquiétant depuis le début de la saison? Donc, on enlève les chatons de la Caroline. En termes de niveau de jeu, moi je dirais les Browns quand même, qui sont Ouais. quand même très inquiétants. Les Browns. En termes de niveau de jeu, je ne parle pas de déception, hein, parce qu'il y a des en termes de déceptions, niveau de jeu. mais en termes de niveau de jeu, de ce qu'ils proposent, les Browns, c'est très faible, je trouve. Les Eagles. Moi, quand même, c'est pas les Eagles qui Non. sont le plus inquiétants de la ligue. Ah non, pas le plus inquiétant, Ah mais, bah je trouve mais c'est ça la question. le plus. c'est la question, Yannick. Oui, alors, mais non, écoute. Non, parce Quel que est le niveau de jeu Alors, écoute la question de papa. Ouvre tes oreilles de cinquantenaire et écoute la question. À part les chats domestiques de Caroline, je suis désolé pour ceux qui ont posé des questions, mais on est en podcast de vieux, il y a que des plus de 40 ans là-dedans. Hop, 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 hop. Donc je dois articuler un petit peu. Oui, bah t'as pas 40 ans, mais tu les fais quand même. À part les chats domestiques de Caroline, qui ne font pas le même sport, quelle équipe a le niveau de jeu le plus inquiétant? Je répète ou c'est bon? Oui, mais moi ils m'inquiètent, les Eagles. Non, mais c'est pas la question, Geneviève. Non, les Raiders. Les Raiders. Ouais, c'est vrai, les Raiders. Les Raiders, c'est pas mal, ouais. Alors, moi, je tournerai vers les Titans du Tennessee, parce que c'est quand même compliqué là pour eux depuis le début Le de la départ saison. d'Henry a fait du mal. Hein. Le départ d'Henry a fait du mal, et puis voilà, on a longuement parlé de Will Levis lors du podcast de jeudi. Bon, voilà, moi, Tennessee, ça Et me puis il y a fait aussi, pantois. Miami aussi, hein, mine de rien, le niveau de jeu depuis la blessure de Tua Logalova. Tagovailoa, hein. Ah oui. J'arrive pas non plus, hein. Non mais moi ce soir, j'ai essayé. Ah hein. C'est l'âge. Et Oui, est-ce que ça et- fait hein t'as pas refusé l'obstacle. Hein, Non, mais bon. Le cheval C'est n'a un pas échec refusé quand même. l'obstacle. Alors, deux questions sur les Jets de New York. Robert Saleh va-t-il finir le mois d'octobre? Non. Non, Seb. Ils sont quand en bye week, histoire pense qu'ils pas gagnent une semaine qu'ils de répit, Voldemort? Non, je pense pas qu'il soit viré maintenant. Je suis comme Seb, moi je pense qu'ils vont attendre encore un peu. D'ailleurs, Trevor Lawrence l'attaque- a peut-être sauvé Doug Peterson hein, sur l'affaire, hein, parce que s'il s'était C'est fait vrai. remonter de 14 points, je pense, Mais il a au ouais, moins je sauvé pense. pour Enfin, une semaine. pour deux, parce qu'ils le vireront suite, pas la entre les 2 semaine- semaines de Londres, je pense pas. Donc, Ouais, ça serait compliqué. Mais du côté de Jacksonville et Doug Pederson, la Ouais. suite au prochain numéro 1. Non, c'est le pas feuilleton est fini. fini. Non, mais encore. comme ils vont revenir de Londres à 3-4. Moi, j'y crois. Bah attends, contre les Bears et les Patriots, c'est rien non plus de... Tu vois, je t'ai pas sorti qu'ils avaient tapé... Oui, mais J'ai pas dit que les Broncos allaient finir à 10, tu vois. Je veux dire, après, Ouais, et pas non plus complètement mais délirant. les Patriots, ils vont gagner la division. Donc, C'est pas faux. Laquelle, on sait pas, mais ils vont gagner une division en tout cas. Alors, question spéciale Noël maintenant. Est-ce que ça commence à sentir le sapin pour Aaron Bonjour. Rodgers?
Difficile à dire. Est-ce que vraiment il est fini et rincé ou est-ce que c'est un joueur un joueur vétéran qui parviendra encore à avoir quelques éclairs de brillance? C'est compliqué. Il y a 2 semaines, moi j'avais tendance à dire que j'avais l'impression qu'il se retrouvait. Ce qui nous a fait dimanche dernier à Londres, c'était quand même un petit peu compliqué à regarder. Après, à l'écoute de sa conférence de presse, il a quand même l'air d'être lucide là-dessus. C'est rassurant, mais je pense de toute façon qu'on se souviendra plus des années à Green Bay que de cet appendice aux Jets, à moins qu'il se produise quelque chose de miraculeux. Genre un trade. Oui, Yaya. Moi, je pense qu'on minimise la blessure qu'il a eue. Faut quand même s'en remettre. Même quand tu es blessé, que tu reviens, il y a toute une période de remise en route. Et plus tu es âgé, plus c'est long. Donc, est-ce que de faire un jugement définitif, c'est un peu compliqué. Je ne sais plus combien il lui reste d'années de contrat, mais ouais, 2, donc je crois. voir l'année prochaine, quoi. À voir l'année prochaine. Là, cette année, j'ai envie de te dire, c'est un peu perdre tes profits, quoi. Vince. Ouais, ça sent pas le sapin, mais Ça sent pas la rose non plus, quoi. ouais, c'est pas fifou, comme dirait quelqu'un que de ma connaissance. Mais bon, après, je sais pas, j'arrive pas trop à savoir si c'est vraiment le jeu dans lequel on le cantonne ou ses performances pures qui font ça. Il a le cordeau qu'il a souhaité. Hein. Il voulait Et c'est ça qui m'embête. C'est ça qui m'embête. Il a voulu Hackett, il récupère Hackett et voilà. Donc, Mais bon, force est de constater qu'il y a un trou dans la raquette, quoi. Donc, oui. Ouais, c'est un peu Rasta Hackett, quoi. Ouais. Alors, les retournements de dernière question. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, je les ai fait partir. C'est fini, c'est parti. Non, ils n'ont pas le mental. Ils n'ont pas le mental, Flav. Alors, le mental de chips. Écoutez, vous savez, je suis fan des jokes de papa, hein, avec les Québécois qui racontent des blagues toutes pourries. Mais dès que c'est pourri, ça me fait rire. Voilà, donc voilà. C'est pour ça que tu rigoles beaucoup devant Challenge. Oh putain. On l'a dit en même temps. J'étais sûr que t'allais la faire. J'aurais été sûr que quelqu'un allait la faire, celle-là. Dernière question de Massoni. Les retournements de situation dans les saisons de type réveil des Giants, réveil des Panthers, chute inattendue des Bengals, est-ce que c'est nouveau ou est-ce que cela existait tout le temps? Alors là, moi, j'aurais envie de te dire que c'est la NFL même. Oui. Ce genre de retournement complètement inattendu, des saisons illisibles au possible, c'est bienvenue en NFL. Ouais, alors cette saison quand même particulièrement. Je trouve, ah oui, cette saison, oui. Elle n'est pas piquée des hannetons. Cette saison, mais même vraiment particulière quand même. Même l'an passé, j'ai trouvé que à part. Non, les Giants c'était nul et ils étaient nuls. Oui, mais regarde, l'an passé pour aller dans le sens de Yaya, on a dit pendant très longtemps, on a douté des Chiefs pendant très très longtemps et on surtout Charles qui a fait une vidéo infâme. Ouais, mais ça gagnait. La saison passée, moi, j'ai plutôt pensé aux Rams de Los Angeles, qui étaient 3-6 à la 9e journée, et puis qui finalement réussissent à accrocher les playoffs. Les Jaguars qui étaient en tête de l'AFC et qui se gaufrent. Voilà, les Jaguars en tête de l'AFC, et puis les Eagles, qui étaient first seed à quelques semaines des playoffs. Quand on commence à te parler de first seed, c'est quand même que ça chauffe, quoi. Et puis qui se retrouvent, ils se sont retrouvés quoi, 6e seed, 7e seed, quelque chose comme derrière ça. les Cowboys, c'est sûr, et puis éliminés en playoff. Voilà, donc je sais pas si on a le temps de disserter sur la glorieuse incertitude du sport, mais oui, ça existe. Après, bon, jouer toutes ces chances là-dessus, c'est un peu osé. Hein. Si vous avez mis une pièce sur les Jaguars au Super Bowl, si vous pouvez reprendre votre pari, moi je serai vous et votre conseiller financier, je ferai ça. En tout cas, pour de la pièce. Prenons les Vikings en début de saison, avant le début de saison,
personne les aurait mis comme potentielle dernière équipe invaincue, parce qu'encore une fois, on connaît pas le résultat des Chiefs. Si les Chiefs venaient à perdre dans la nuit de lundi à mardi, ce serait les Vikings la dernière équipe invaincue. Et je serais curieux de connaître la cote avant le début de saison des Vikings dernière équipe invaincue. Alors si les Chiefs gagnent ce soir, ça va être plus compliqué parce que les Vikings vont à Détroit ou reçoivent Détroit, enfin ils jouent contre Détroit, alors que les Chiefs seront en bye week la semaine prochaine. Donc déjà ils vont gagner une semaine gratos du côté de Kansas City. Mais c'est vrai que ça devient quand même... Il y a des choses comme ça, on s'y attend pas. Et ça se trouve, dans 10 semaines, les Vikings, finalement, ils seront en bilan négatif et machin. Ça va, en NFL, ça va très très vite. On dit souvent que c'est un jeu de centimètres, mais c'est aussi un jeu de série. Et malheureusement, quand tu es dans une série négative pour t'en sortir, c'est compliqué. Quand tu es dans une positive, des fois, tout réussit. Voilà, regardez les Broncos, personne s'attendait à ce qu'ils gagnent. Ils ont déjà gagné. Donc, bon, 3 d'affilée. Là, c'est dingue. Après, pour revenir là-dessus, je trouve que l'influence des coachs et les moyens qu'on y met, et l'homogénéisation des coachs de manière générale crée cela. Avant, il y avait vraiment des coachs qui étaient au-dessus du lot par rapport à d'autres. Moi, je trouve que là, il y a une réelle homogénéisation des coachs. Il y a pas... Il y en a qui ont quand même des plus mauvais que d'autres. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est quand même beaucoup plus homogène qu'à une certaine époque. À une certaine époque, tu avais vraiment des coachs hyper dominants. C'est plus vraiment le cas, moi, je trouve. Par contre, il y a des coachs qui sont toujours hyper dominés. Je sais de quoi je parle. Et voilà. Bon, bref. On va pas disserter sur notre ami Allen. C'est pas une bonne idée. Bon, les amis, cette fois, j'ai fini toutes mes questions. Donc, je vais donner le programme pour la suite de la semaine parce que c'est un gros programme. Nous avons un deuxième podcast de la semaine qui parlera des changements de quarterback possibles dans certaines franchises. On a des franchises comme les Patriots, comme les Steelers, comme les Colts, comme les Raiders, qui sont à l'affût d'un possible changement de quarterback. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça ira mieux? On parlera aussi un peu de l'histoire, ceux qui ont changé leur quarterback, est-ce qu'ils ont mieux réussi ou pas? Bref, ça ce sera pour le podcast de milieu de semaine, et on aura un podcast spécial aussi cette semaine avec deux joueurs de l'équipe de France de flag qui viendront nous parler de la Coupe du Monde qu'ils ont joué en Finlande. C'était à la fin du mois d'août. On aura Tanguy Lominé et Scott Harrison avec nous pour parler de cette Coupe du Monde de flag et des Jeux Olympiques de 2028 et de tout ce qui touche au flag football. Ça aussi, ce sera dans la semaine, et bien sûr vendredi à 22h en direct sur Twitch et sur YouTube avec Wake et avec Bertrand. On passera en revue toute la semaine 6 de compétition. Avant cela, n'oubliez pas, dans la nuit de jeudi à vendredi, le match entre les 49ers et les Seahawks pour ouvrir cette 6e semaine de NFL. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Yaya, merci Seb, merci Vincent. On se retrouve très vite sur les antennes de TFA, et d'ici là, portez-vous bien tout le monde. Salut tout le monde. Ciao. Salut. Ciao, bye.